Mesdames, Messieurs, merci d'être présents à cette conférence sur la maltraitance animale et puis sur les risques sanitaires liés à l'abattage rituel. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Laurent Salle, conseiller municipal et communautaire ici à Suresnes. Nicole Hervé, qui est conseillère municipale également à mes côtés au sein du groupe Suresnes Bleu Marine. Alors, nous avons tenu à organiser cette conférence pour une raison simple, c'est que nous sommes très sensibles et très attachés à la cause animale. Nicole Hervé et moi-même sommes des toiletteurs canins. En tout cas, Nicole Hervé est toujours en activité. Et nous avons à cœur, effectivement, la défense des animaux et le respect qui leur est dû, qui devrait justement leur être dû, et qui, malheureusement, par la trahison et par également le mépris de la classe politique, eh bien, on voit ici et là, un petit peu partout en France, au sein de différents abattoirs, à peu près 51%, un peu plus de 51%, dans ces zones-là, effectivement, des pratiques qui sont pour nous et qui devraient être pour l'ensemble des Français, eh bien, intolérables. Les animaux sont des êtres vivants, vous le savez, ce sont, moi je dirais, je suis croyant, donc ce sont des bêtes du bon Dieu. Et les animaux ont été reconnus un peu tard, mais bon, jamais trop tard pour bien faire, comme des êtres sensibles. Des êtres sensibles et qui ressentent et qui expriment aussi des émotions. Je pense qu'il faut, pour le savoir, en être convaincu en tout cas, vivre avec des animaux, parmi des animaux, pour s'en rendre compte. Nicole travaille ici à Suresnes à un salon de toilettage. Moi-même, donc, j'ai été toiletteur et j'ai moi-même un animal de compagnie. Et quand on vit auprès des animaux, quand on les côtoie, on se rend compte qu'il y a effectivement que ces animaux sont doués d'une forme d'intelligence et qu'ils ressentent aussi et expriment des émotions. On le voit notamment avec les chiens de compagnie ou même les chats. Et ça, c'est également le cas pour les animaux de ferme, tels que les vaches, les moutons, voire même les cochons. Parce que je sais que vous savez que les cochons peuvent être dressés comme un petit chien. Ça existe. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous avons à cœur donc d'animer cette réunion, parce que, et non pas par dogmatisme ou pour désigner ou mettre au pilori telle ou telle personne, mais pour aussi vous informer sur les conditions de détention, moi je ne vois pas d'autres mots, que subissent certains animaux dans les abattoirs, pour tous les animaux dédiés à la boucherie, bien sûr, où on sait que malgré des réglementations et des circulaires du ministère, eh bien, beaucoup d'animaux sont aujourd'hui en souffrance physique parce que des règles et des lois ne sont pas appliquées, et par la faute, justement, des politiciens. Et je crois que si il y a des gens à pointer du doigt aujourd'hui, ce sont bien les formations politiques qui se sont succédées et qui se succèdent au pouvoir depuis une quarantaine d'années et qui laissent des pratiques qui sont pour moi archaïques, voire d'un autre âge, se développer sur le territoire de la République laïque. On parle bien sûr de l'abattage rituel, qui est l'abattage halal ou kasher, et qui consiste bien sûr à saigner les animaux, mais sans pour autant les étourdir, parce que vous savez qu'il y a une loi qui est l'article R 214-71 du Code rural qui précise justement que l'animal doit être au préalable étourdi avant d'être saigné. Les conditions de détention des animaux et de transport aussi sont à pointer du doigt, parce qu'il y a beaucoup de dérives également de ce côté-là, et je pense aussi aux simples petits poulets que l'on est amené à manger et qui sont détenus dans des conditions ignobles. J'en veux pour preuve que dans certaines fermes d'élevage, eh bien, les poules ont à peine une feuille A4 pour vivre. Imaginez la condition de détention de ces animaux qui sont élevés en batterie. La plupart d'ailleurs ne voient jamais la lumière du jour, ne savent même pas ce que c'est un soleil, des nuages. Ils sont les uns sur les autres. Et justement, et cela génère aussi du stress, hein, parce que
Vous savez, même nous, quand on est coincé dans le métro et qu'on est les uns sur les autres dans un métro complètement bondé, on est un petit peu stressé, on est les uns sur les autres, et ça génère effectivement une petite angoisse. Bon, imaginez un petit peu les animaux qui sont dans des cages les uns sur les autres, l'agressivité qui peut en découdre, parce qu'on sait qu'il y a aussi des poulets qui s'entretuent du fait de cette proximité les uns aux autres, et il y a aussi beaucoup de pertes à ce niveau-là. Alors, moi, je ne vais pas non plus épiloguer. Mon intervention consiste vraiment à... L'objectif, ce n'est pas de vous modifier votre façon de manger, votre manière de consommer, quoique, c'est d'être conscient et vigilant à la fois. Je voudrais aborder, en fait, vous avez sur les chaises à vos côtés une liste que j'ai retranscrite, qui est donc avec des numéros d'abattoirs, et tous ces numéros, vous les retrouvez sur les étiquettes, parce que il est effectivement, aujourd'hui, la législation n'oblige pas un étiquetage dans les magasins pour nous dire ce que vous mangez, d'où vient la viande et comment elle est abattue, de quelle manière elle est abattue, mais on peut quand même faire un tri, si vous voulez, parmi ce qu'on nous met en vente, grâce à ce numéro d'abattoir, parce que c'est obligatoire qu'il y ait ce numéro d'abattoir. Cette liste est longue, parce que je vous disais, sur à peu près 280 abattoirs en France, l'immense majorité d'entre eux pratiquent l'abattage rituel, et donc ne respectent pas les réglementations en vigueur. Et donc cette liste vous permettra effectivement de faire un tri au moment des courses. Si vous voyez un numéro qui correspond à cette liste, eh bien, écartez, censurez immédiatement ce produit, parce que l'animal a été maltraité. C'est la même chose pour les œufs. Vous savez que chaque œuf qui est mis en vente, vous avez un marquage sur les œufs. Vous le trouvez, il est en couleur rouge sur la coquille, et vous avez donc ce marquage représente un code. Si vous voyez le code 3, le code 2, sachez que vous pouvez d'ores et déjà écarter ces œufs de votre consommation pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des animaux qui sont élevés dans des conditions ignobles, comme je viens de vous le dire, qui sont donc entassés dans des cages, qui ne voient jamais le jour, à qui on coupe le bec justement dès la naissance pour ne pas éviter les pertes quand il y a des bagarres entre poulets, et que c'est des animaux qui sont gavés, qui sont encore une fois en plus affaiblis, parce que comme ils n'ont pas d'exercice, eh bien ce sont des animaux qui sont fragilisés, leur ossature n'est pas résistante, donc il y a beaucoup d'animaux qui ont un peu la maladie de Verre. Je prends l'exemple pour un petit peu vous faire donner une idée de ce qui se passe. Donc code 3, code 2, ce sont des œufs à éviter d'acheter, et vous pourrez acheter par contre les œufs donc, qui auront le code 0 ou 1. C'est le premier chiffre, vous viendrez me voir après, je vous montrerai exactement par rapport à une photo, j'aurais dû faire des photocopies. C'est le premier chiffre qui apparaît sur le code, sur le marquage des œufs. Le code 0 et 1 veut dire que ces animaux ont été élevés en pleine nature, donc à l'air libre. Donc ils ne sont pas conditionnés comme on peut le voir dans des cages complètement étroites. Le code 2, c'est un peu le même genre, sauf qu'ils sont soit au sol, c'est-à-dire qu'ils sont élevés en batterie aussi, mais au sol, ou dans des volières. Mais là aussi, la concentration des animaux fait qu'ils ont un mal-être, et qu'ils sont aussi, malheureusement, ne voient pas non plus la lumière du jour, et qu'ils sont élevés en batterie. Donc le code 3 et 2 sont à prohiber. Il reste donc le code 0 et le code 1. On en reparlera à l'issue de la réunion, parce que je veux essayer de faire le plus court possible pour que le docteur de Peretti, qui a accepté de venir tenir conférence aujourd'hui, ait plus de temps pour développer tous les problèmes liés à l'abattage rituel et surtout les problèmes sanitaires. Je faisais allusion tout à l'heure à la classe politique qui nous vote de temps en temps, ou qui s'inquiète de temps en temps de la condition animale, mais bon, sans pour autant qu'il y ait des contrôles derrière. Et j'en ai un exemple concret ici à Suresnes, puisque nous sommes, Nicole et moi-même, dans l'opposition, mais une opposition non pas mollasse, mais plutôt une opposition laborieuse, puisque nous fouinons, nous aimons bien chercher. Et nous avons donc découvert, nous le savions avant les élections municipales, en campagne électorale, mais nous
nous attendions vraiment d'avoir la certitude pour vous en faire état aujourd'hui que les cantines scolaires, la cuisine centrale en tout cas, est fournie par la société Socopa qui a remporté le marché public de la viande en 2013 et fournit donc de la viande halal à l'ensemble des consommateurs, que ce soit dans les écoles ou dans les cantines pour le personnel, puisqu'il y a à peu près 6000 repas qui sont servis chaque jour à Suresnes. La société Socopa, vous la trouverez en rouge, elle est effectivement sur cette liste que je vous ai fournie, et donc ne respecte pas les conditions, pas d'hygiène, mais au niveau de la condition animale, surtout au niveau de l'abattage, puisque vous savez que l'animal doit être étourdi. Il doit être étourdi, il y a 3 façons de le faire, c'est soit par l'électrocution, mais c'est un peu plus compliqué, soit par une injection d'un produit chimique, mais ça passe aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi un vétérinaire pour le faire, ou alors ils le sont en étant assommés avec une tige, je ne sais plus comment, un pistolet qui porte un nom, je n'ai plus le nom, je crois que c'est le Matador, et qui devrait être normalement utilisé systématiquement pour étourdir l'animal avant la saignée. Or, on constate que dans de nombreux abattoirs, eh bien, soit le pistolet ne fonctionne pas, soit il est très mal entretenu, ou soit les cartouches qui doivent être utilisées selon telle ou telle espèce, eh bien, ne le sont pas. Donc on utilise des cartouches qui ne correspondent pas à l'animal qu'on doit étourdir, et du coup, l'animal se trouve inconscient peut-être sur le moment, mais se trouve à reprendre conscience, à se réveiller au moment où il est saigné, et c'est là effectivement où il y a une souffrance qui est subie par l'animal, et ça malheureusement, malgré qu'il y ait des contrôles vétérinaires dans les abattoirs, il y a aussi une omerta là-dessus, c'est que beaucoup d'abattoirs ne sont pas sanctionnés, qu'il n'y a pas de sanction du fait des politiques. Ici à Suresnes, aucun élu, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ne s'est inquiété de savoir comment étaient traités les animaux dans les abattoirs de cette société à qui on donnait effectivement le marché public concernant l'alimentation. Aucune intervention de l'élu écologiste. Aucune. Alors, ça quand même paraît étonnant, c'est un paradoxe, mais à aucun moment l'élu n'est intervenu pour poser la question au conseil municipal. Vous pouvez le consulter, hein, le rapport du conseil municipal est en ligne sur le site de la mairie. À aucun moment il n'a été question de savoir comment était traité, considéré l'animal dans les abattoirs de la société Socopa Viande. Au-delà de l'abattage rituel, au-delà des conditions ignobles auxquelles les animaux sont confrontés dans ces batteries, dans ces abattoirs, il y a, je voudrais parler de l'environnement, parce que l'être humain qui se dit évoluer, être une espèce dite évoluée, eh bien, fait subir la pire des maltraitances à l'ensemble des animaux, et pas seulement à la flore également, puisque nous sommes dans une société de consommation telle que nous générons énormément de déchets et que nous malmenons également notre environnement et la nature. Et le fait de notre propre existence, nous faisons subir, eh bien, nous faisons qu'il y a des animaux qui disparaissent tous les jours, des espèces disparaissent du fait de l'humain, de notre espèce. On le sait en Chine, où le dernier dauphin d'eau douce en 2006 a disparu par une surfréquentation des fleuves en question, une pollution des eaux. Certaines espèces d'oiseaux aussi ont disparu totalement. Je n'ai pas tous les noms non plus des animaux, mais je pense qu'il y a aussi cette conférence aussi doit faire prendre conscience aux gens que nous devons essayer d'être le moins nuisible possible. Alors je sais bien que nous sommes tous consommateurs et qu'on nous met qu'on consomme ce qu'on nous met à notre disposition et que nous ne sommes pas spécialement responsables. Mais je pense que aux gens maintenant d'exiger de nos politiques de revoir un petit peu le logiciel de la consommation, de l'ultra-consommation, de cette société de l'ultra-consommation qui justement a des effets pervers. Moi je suis sidéré que notre espèce puisse sciemment,
parce qu'on le sait, sciemment détruire son environnement. Nous sommes, je crois, que la seule espèce à le faire. Vous ne trouvez pas ça dans les animaux. Aucun animal ne détruit sciemment son environnement. Non, ça ne se voit pas. Il n'y a que nous. Et il faut prendre conscience qu'une fois que nous aurons tout, pardonnez-moi un peu l'expression, dégueulassé la planète, une fois que nous aurons détruit la faune et la flore, une fois que nous aurons vraiment tout pollué, eh bien, nous serons sur les prochains. Nous serons les prochains sur la liste. Parce qu'après les animaux, eh bien, nous serons nous-mêmes, notre survie, notre existence même sera compromise. Et ça, il faut en être conscient. Donc, il y a des gestes éco-citoyens à faire. C'est bien sûr de faire en sorte de générer le moins de déchets possible. C'est d'être éco-responsable aussi, c'est-à-dire de trier ses déchets. C'est effectivement aussi, par rapport à la condition animale, eh bien, de faire attention à ce que l'on achète. C'est éviter d'acheter du Made in China ou du Made in je ne sais où, Turquie, etc. D'essayer de consommer en France, parce que le Made in France, c'est pas pour être chauvin, mais c'est aussi une manière de défendre l'environnement, de protéger notre planète, parce que quand vous consommez des produits qui viennent du bout du monde, eh bien, il y a effectivement un impact sur l'environnement qui est considérable, nous le savons, il y a énormément de rapports, il y a suffisamment de gens qui en parlent à la télévision, donc c'est aussi une manière de fonctionner qu'il faut revoir au jour le jour. Donc pour moi c'est important, c'est un tout, et c'est de ça dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Pensez aussi, je prends l'exemple par rapport à la tauromachie. Alors moi je suis vraiment scandalisé de voir des animaux qui souffrent pour le bon plaisir du public. Alors je ne suis pas pour l'interdiction de la tauromachie, mais je souhaiterais simplement qu'il n'y ait pas de mise à mort et qu'on ne saigne pas l'animal avec des pics, comme on peut le voir. On peut avoir effectivement, il y a certains, je crois, dans les arènes de Nîmes, je crois que ça ne se pratique pas, on ne pique pas l'animal, on ne le maltraite pas. Donc voilà, donc il y a tous les jours, on sait, et dans l'indifférence la plus totale, parce qu'on a nous-mêmes, Nicole et nos militants avons arpenté les rues, surtout hier sur le marché d'ici au centre-ville, pour alerter la population, non seulement sur la consommation de viande halal dans les cantines, mais aussi sur la maltraitance des animaux. Eh bien, moi je suis navré de voir que des gens s'en moquent, que ça n'intéresse pas, alors pas vous, puisque vous êtes là, vous êtes nombreux, pas assez à mon sens, mais vous êtes là, c'est déjà une preuve que vous avez un petit peu d'humanité en vous. Et je constate que malheureusement, l'immense majorité des consommateurs, parce que c'est de cela dont il s'agit, eh bien, se moquent royalement de ce qui peut arriver à des espèces qu'on considère comme, comment dire, sous-évoluées et qui ne méritent pas notre attention, tout simplement parce qu'on les consomme dans nos assiettes. Voilà, je voulais intervenir là-dessus. Je vais laisser la parole au docteur Alain de Peretti, qui a écrit un livre d'ailleurs qui est à votre disposition à l'entrée, qui est en vente, Vérité sur la viande halal. Je le remercie d'avoir accepté d'être venu à Suresnes, d'être venu aussi à Courbevoie, parce qu'il y avait une conférence également sur le même thème hier à Courbevoie, avec les élus municipaux du Front National. Je suis content que vous ayez accepté de venir rencontrer les Suresnois, et je vous laisse la parole. Voilà. Oui, alors donc un grand merci à Laurent Salle et Nicole Hervé d'avoir organisé cette réunion, cette conférence. C'est un thème qui me tient à cœur particulièrement puisque je suis vétérinaire praticien rural. Hein. D'ailleurs, j'ai soigné tous les animaux. Hein, comme j'avais l'habitude de dire, bon à tout et propre à rien. Hein, donc les canards, les poules, etc. Donc dans les conditions auxquelles on voit d'ailleurs un vétérinaire de façon traditionnelle s'adonner. Hein. J'ai même été vétérinaire en abattoir. Donc voilà. Donc bravo pour l'organisation de cette conférence. Et je voudrais aussi vous remercier pour le cadre général dans lequel vous l'avez fixé. C'est-à-dire que ça va rejoindre d'ailleurs en partie, vous allez voir que je termine ma conférence
sur une vidéo qui a été tournée, une vidéo amateur qui a été tournée par une de mes clientes, qui est éleveuse de vaches en bio, hein, à côté de chez moi, donc en Gironde. Et vous allez voir que des conditions d'élevage comme ça, elles sont tout à fait acceptables, même si ça doit déboucher sur la mort de l'animal dans un abattoir de façon digne. Hein. Et donc, et ça recadre aussi la consommation, le mode de consommation, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une consommation locale, arrêter ces circuits insensés, hein, qui génèrent d'énormes profits et en même temps des scandales sanitaires donc importants. Donc le halal se situe là-dedans. Et vous allez voir, donc au cours de ma conférence, que je n'ai pas encore commencé, simplement une petite introduction, pour rebondir sur ce que disait Laurent, simplement pour dire que le halal, aussi paradoxal que ça puisse paraître, est parfaitement inséré dans la distribution et la production de masse. Voilà. Alors, je vais commencer, je reste debout, j'ai l'habitude de rester debout parce qu'il faut que je vois au fur et à mesure mon diaporama qui commence par le titre, ce sont les problématiques. Parce que le halal pose toutes sortes de problèmes. Il y en a 3 principaux. Et j'ai pris comme fond une peinture grecque qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, que j'ai trouvée en visitant le musée de Paestum, au sud de Naples, une cité grecque. Et dans cette tombe, on voit un homme qui va tuer un bovin. Et regardez ce qu'il a. Ce qu'il fait, il a une hachette et il va fendre le crâne du bovin avant de le saigner. Donc, la pratique de l'assommage, de l'anesthésie avant saigner, hein, est pratiquée chez nous depuis des temps immémoriaux. D'ailleurs, dans les campagnes, lorsqu'on tuait le bœuf, on l'assommait avant, ne serait-ce que pour des questions de commodité. Même si la perception de la douleur animale n'existait peut-être pas autant que maintenant. Alors, d'abord, il faut rappeler ce qu'est le halal. Le halal, ça veut dire licite. Ça s'oppose à haram, qui veut dire illicite, qu'on retrouve dans Boko Haram. Hein, vous avez entendu parler de Boko Haram, ça veut dire l'Occident impur, interdit. Donc le halal fait partie de la loi islamique, ou charia, qui recouvre tous les aspects de la vie. Un mariage peut être qualifié de halal s'il est conforme aux règles islamiques. Donc évidemment, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, mais il faut quand même le resituer dans la charia. Vous savez que la charia, c'est cette loi qui prescrit la lapidation des femmes adultères, la peine de mort pour les apostats, etc. Donc les règles de l'abattage halal. L'animal est non étourdi préalablement à la saignée, donc non anesthésié. Ça, tout le monde le sait, c'est le point qui a été développé, et peut-être de façon un peu trop spéciale, hein, parce qu'on a oublié aussi les autres points qui sont tout aussi répréhensibles. Ensuite, et donc cet étourdement, cet animal non étourdi, c'est l'objet d'une dérogation, hein, puisque normalement la règle c'est l'étourdissement, mais on a dit pour l'abattage rituel, donc, puisque la liberté de culte est assurée chez nous, donc on va accorder une dérogation. Deuxième dérogation, c'est l'égorgement large jusqu'aux vertèbres qui sectionne toutes les structures anatomiques, notamment l'œsophage et la trachée. C'est ce point-là qui occasionne d'ailleurs le scandale sanitaire. Hein, donc vous allez le voir. Troisième point, l'animal doit être tourné vers la Mecque en prononçant des paroles sacramentelles, Bismillah wa Allahu Akbar, et le sacrificateur doit être musulman et en état de pureté rituelle. Alors, ces points ne sont pas toujours respectés, hein, l'animal tourné vers la Mecque ou le sacrificateur, qui fait que certains consommateurs musulmans se plaignent que ce qu'on leur vend pour du halal ne serait pas véritablement halal. Mais je dois vous dire, c'est la réponse que je leur fais, que ce n'est pas notre problème. Alors, les problèmes posés par l'abattage halal sont de 3 ordres. Il y a 3 principaux problèmes, qui sont la souffrance et le stress des animaux, la négation de tous les principes de sécurité sanitaire, et le financement du culte musulman à l'insu du consommateur. C'est ces 3 points que j'ai repris dans... Non, excusez-moi, c'est madame. Je vais trop vite. Voilà, que j'ai repris dans la petite présentation qui est ici, vous voyez, non rituel sur
mon décor de fond. Hein. Vous avez donc la souffrance animale, vous avez donc une main qui dessine un cœur sur une tête de bovin, une main qui s'oppose au financement des mosquées par l'argent du halal, et donc un bouton stop, emergency, hein, urgence, pour les risques sanitaires. Chacun de ces problèmes est une entorse aux lois et règlements. Le non-étourdissement est dérogatoire aux règles générales. La section de l'œsophage et la trachée est interdite par les lois, sauf pour raison d'hygiène, sauf dérogation, là aussi. Et troisième point, la perception d'une taxe est interdite par le respect de la laïcité. Or, ces dérogations sont devenues la règle. À l'heure actuelle, donc tout à l'heure vous parliez de 51% des abattoirs, maintenant il y en a vraisemblablement, on est plus près de 60%. Je pense que la viande halal représente maintenant plus de 60% de la viande commercialisée, parce que, vous allez le voir, je vais y revenir à plusieurs reprises au cours de la conférence, c'est essentiellement une affaire de gros sous. On arrive à une affaire de gros sous, et donc tout le monde se précipite dans un créneau qui est jugé porteur. C'est ça le problème, c'est que la dérogation est devenue la règle. Donc, autre problème, la tromperie sur la marchandise et la vente liée, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont réprimées par la loi. Lorsqu'on vous vend, lorsqu'on vous fait acheter un service que vous n'avez pas demandé avec une marchandise, c'est ce qu'on appelle une vente liée, et c'est réprimé par la loi. Et, autre problème aussi, c'est l'instrument de l'islamisation, de la réislamisation des immigrés de culture musulmane, en les enfermant dans un ghetto alimentaire. Ça a été très bien décrit par Malika Sorel, dont je vous recommande la lecture des ouvrages, qui sont remarquables. Et elle connaît d'autant mieux le sujet que c'est une personne qui vient justement d'une culture musulmane. Alors, la souffrance animale et le stress. Cet aspect est tellement évident que je ne le développerai pas ici pour ne pas rallonger cette conférence. Des associations comme la Fondation Brigitte Bardot ou l'OABA, c'est-à-dire l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui est une émanation du syndicat des vétérinaires, font un travail extraordinaire et ont abouti d'ailleurs à des progrès dans la perception des animaux et dans les règles qui prévalent dans les abattoirs. Parce que nous sommes, bien sûr s'il y a d'énormes progrès à faire, nous sommes dans une société, dans une civilisation, dirais-je, qui a pour but de s'améliorer, qui est capable d'envisager les problèmes et d'essayer de les régler. Nous ne sommes pas dans une société régressive dont tous les référents datent de 1400 ans et qui ne veut pas en bouger, bien entendu, et qui est immuable sur ses principes. C'est une règle absolument importante qu'il faut avoir dans l'idée. Donc, la condition des animaux d'abattoir s'est améliorée, même si des progrès restent à faire. Monsieur Laurent Salle a évoqué ce problème tout à l'heure de façon très judicieuse. Alors, en ce qui concerne la régression sanitaire, donc je vais développer ce point particulièrement, plus le financement aussi, les finances. Et ce point a tendance à être un petit peu négligé par l'aspect émotionnel qui a été développé par des associations de protection animale, à juste titre, il ne faut pas contester ce point de vue, mais on a peut-être braqué le projecteur de façon trop exclusive sur ce point, en oubliant donc ce problème qui est lié à la lâcheté des autorités, parce qu'il y a la pression de l'argent et d'une population que l'on caresse dans le sens du poil. Donc nous sommes en présence d'un abandon des principes de sécurité sanitaire. Vous savez qu'on a mis le principe de précaution dans la Constitution, et bien là on en est complètement éloigné. Alors, d'abord, oui, je voudrais vous demander pardon d'avance pour ce que j'ai mis des photos qui sont un petit peu choquantes, mais je pense que c'est nécessaire pour prendre conscience quand même de ce qu'est l'abattage halal, rituel, et bien se fixer une idée. Il faut avoir le courage d'affronter ces images, parce qu'elles sont quand même le révélateur, et elles vous permettront de vous appuyer sur quelque chose de précis, lorsque vous, autour de vous, parce que c'est le but un petit peu de cette conférence, c'est que vous portiez autour de vous
des arguments logiques et solides pour faire cesser ces pratiques. Donc, l'abattage de référence, il se pratique avec étourdissement préalable, saigner par incision précise, limitée au vaisseau. Et ensuite, comme l'animal est immobilisé, ne bouge pas, on ligature l'œsophage pour éviter les régurgitations. Ces opérations sont rendues possibles par l'immobilité de l'animal. Hein, l'animal ne bouge pas, il est relâché. Et alors, je précise aussi, parce que c'est un point au cours de conférences et de questions qu'on me pose qui sont... qui peuvent me sembler évidentes, mais qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Ce qui provoque la mort de l'animal, c'est la saignée. Et nous pratiquons, nous aussi, une saignée complète, à telle enseigne qu'un animal qui aurait mal saigné, la carcasse serait saisie pour des raisons sanitaires. Donc, les tenants de l'abattage rituel qui nous disent nous saignons les animaux et vous ne les saignez pas, c'est un argument qu'il faut rejeter. Nous saignons au moins aussi bien, je vais vous le démontrer tout à l'heure, même mieux, avec nos méthodes, les animaux saignent beaucoup mieux. Donc, nos carcasses sont finalement plus saines. Alors, un petit rappel anatomique qui vous permettra de comprendre un peu la problématique. Alors, au cours de cet aspect de l'examen de la question sanitaire, vous allez voir que revient quand même en filigrane, vous allez vous en rendre compte, le problème de la souffrance animale. Donc ça, c'est la coupe de l'encolure d'un bovin. Vous avez ici la vertèbre, avec la moelle épinière en vert. Dans la vertèbre, alors c'est un point très important, vous avez deux trous de chaque côté dans lesquels circulent l'artère et la veine vertébrale, qui vont continuer à alimenter le cerveau, lorsqu'on aura coupé les vaisseaux. Ce qui explique d'ailleurs le retardement de la mort chez un animal qui est égorgé. Puisqu'on va tout couper, mais qui sera égorgé sans anesthésie. Où est mon pointeur? Ah, ici pourtant. Si, voilà, il est là. Donc, l'égorgement dans l'abattage halal va se faire jusqu'à la vertèbre. On va couper toute la partie qui est en dessous de la vertèbre. Avec l'œsophage, la trachée, bien sûr, l'artère carotide en rouge, la veine jugulaire en bleu. Il y en a une de chaque côté. Et vous avez ici un nerf qui est en vert, qui s'appelle le nerf vague ou pneumogastrique, qui est un nerf très important. Donc, je vous rappelle tout ça parce que ça va vous permettre de comprendre comment peuvent se faire les souillures lors de l'égorgement. Parce que dans un cas, il y a un égorgement, et dans l'autre, il y a simplement une saignée qui va se faire de façon très propre. Donc voilà, il faut bien se mettre en tête ce schéma. Donc la trachée, c'est pas possible. Oui, la trachée ici, par où l'animal respire, et l'œsophage, par où vont se faire les souillures. Alors, l'étourdissement. Vous avez un animal qui est dans un couloir. Vous voyez le matador, hein, ici, qu'on lui applique sur le front. C'est une vidéo, hein, donc les images sont un peu floues parce que c'est une vidéo, une capture d'écran. L'animal tombe comme une masse. Il glisse sur le côté, puisque ça s'ouvre sur le côté, il va glisser sur un bras incliné, il va être suspendu, et là, après suspension, il va être saigné. On va faire 2 incisions de chaque côté. Alors, là, la vidéo, l'image n'est pas très visible. On voit, je l'ai prise parce qu'on voit la trace du matador, ici. Et ici, on voit les petites plaies de saignée. Ici, vous voyez, sur cette photo. J'en ai une qui est plus parlante, voilà. Donc l'animal a été saigné avec une petite plaie qui est très propre. Et vous remarquerez la propreté générale, puisque le sang a coulé juste sur le caillebotis qui est en bas, et recueilli dans une rigole, et traité dans une station d'épuration. Ceux qui sont sensibles ne regardent pas, je vois. Donc voilà, ça c'est l'abattage que nous pratiquons, nous, et qui respecte les règles d'hygiène. C'est-à-dire que quand on a coupé ces vaisseaux, vous avez vu ces vaisseaux, vous vous souvenez, on a coupé que ces vaisseaux. On a épargné la trachée et l'œsophage. Alors là maintenant,
nous abordons l'abattage rituel, halal surtout, puisque c'est lui qui est devenu l'énorme majorité, puisqu'il y a 60% de viande qui est abattue halal et 0,5% d'animaux qui sont abattus en cachère. Alors, on part d'un principe qui est quand même assez absurde, hein, comme quoi l'esprit humain, quand il est faux, peut dire des conneries. C'est-à-dire qu'on considère qu'un animal qui est bloqué, qui est bien, qui ne peut pas bouger, ne souffre pas. C'est-à-dire que parmi les contraintes réglementaires qu'on a mis pour l'abattage rituel, il faut que l'animal soit dans un processus de contention qui le maintienne complètement serré. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi le fait d'être bloqué dans un appareil va diminuer la souffrance de l'animal. Alors donc on a inventé cette espèce de tonneau, hein, c'est un piège tournant, avec ici une mentonnière, pour l'instant elle n'est pas en place, elle va se relever pour bloquer l'encolure en l'air, tendue. Et comme l'animal doit être dans l'abattage rituel, présentant le cou au couteau, on va donc faire tourner ce piège, vous allez le voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc l'animal, vous voyez, il est la tête en bas, les membres en haut, la mentonnière est venue s'appliquer. Alors là, c'est le premier d'une série. Donc vous voyez, le piège est propre, tout est propre, ça a été nettoyé. Mais ça ne va pas durer. Vous allez voir la différence. Alors, ne regardez pas, la photo d'après est assez éprouvante, mais elle est parlante. Voilà. Donc cet animal a été égorgé. Regardez la différence. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'un abattage tel que nous le pratiquons? Eh bien là, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez une énorme plaie et vous avez du sang partout. Vous voyez ce que ça peut donner? La propreté, l'hygiène de la mentonnière, il y a du sang partout, et il faut voir que l'animal, sous l'effet de la peur, aura certainement déféqué, uriné, et donc souillé, évidemment, tout l'environnement. C'est une autre photo, elle n'est pas très nette aussi, mais on distingue ici, par la flèche, la trachée. Et sur cette vidéo, alors on voit d'abord l'énormité de la plaie, vous voyez, tout ça c'est la plaie là. Vous voyez un petit peu? Et sur la vidéo, on voit la trachée qui se contracte de façon spasmodique et qui, parce que l'animal cherche à respirer, et en respirant d'ailleurs, il aspire des souillures qui vont aller jusqu'au poumon et ensuite souiller l'ensemble de la carcasse par voie sanguine, parce que la circulation continue à se faire. Alors là, c'est un abattoir, un piège non tournant. L'abattage est fait sur l'animal debout. Et on regarde, qu'est-ce qu'on remarque aussi, encore une fois, l'énormité de la plaie. Vous voyez que l'animal, carrément, est décapité. Il ne reste plus que les vertèbres et la partie supérieure de l'encolure. Remarquez donc là aussi l'état de propreté. Hein? Regardez, il y a des débris partout. Et imaginez donc ce genre de choses, de situations, à la fin d'une journée où on aura battu tout en halal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nettoyer entre chaque animal. Et du coup, on va avoir un bouillon de culture qui va être absolument gigantesque. Alors, vous voyez, ça, je reviens à l'animal de tout à l'heure, c'est le même qui a été, qu'on a vu arriver dans le piège, qu'on a vu tourner, et après, une fois qu'il est mort, on va le sortir du piège. Donc on ouvre un panneau sur le côté et il va sortir. Et pour le sortir, avant de le suspendre, on va le traîner dans toutes ces saletés, on va le traîner là-dedans. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Donc, vous voyez un petit peu, et là c'est le premier de la série, vous voyez un petit peu l'hygiène et la saleté générale qui en découle. Comment est-ce que dans un pays civilisé qui a placé le principe de précaution en tête de ses préoccupations, comment est-ce qu'on peut laisser faire cette chose-là et le laisser se généraliser? Là, c'est une autre photo. Donc, l'animal s'écroule dans un piège souillé qu'on ne peut pas nettoyer entre chaque animal. Là, c'est un autre cas où on voit l'énormité de la plaie, bien entendu. Et on voit l'œil de... parce que, vous voyez, l'œil vif encore.
l'animal n'est pas mort. C'est-à-dire qu'on va l'extraire pour le suspendre avant qu'il soit complètement mort. Parce qu'évidemment, les cadences impliquent qu'on ne peut pas attendre que l'animal, qui met quelquefois 10 minutes, un quart d'heure avant de mourir, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, on ne peut pas attendre pour passer à un autre animal. Et on le traîne automatiquement dans les saletés ici. Une autre photo, hein, une autre photo qui vous montre là, vous avez toujours en souvenir dans la tête la propreté dans l'abattage tel que nous le pratiquons. Hein, là, vous pouvez voir donc ce que ça donne. Là, c'est une photo qui est très évocatrice aussi de la dégradation de l'hygiène. Donc c'est un animal abattu, on ne voit pas trop bien la plaie, mais on voit l'énormité de la plaie aussi, qui va jusqu'aux vertèbres. Et là, carrément, il y a eu une régurgitation du contenu de la panse qui va souiller tout le théâtre des opérations. Et donc, l'hygiène, là aussi, complètement désastreuse. Alors, tous ces risques sanitaires ont été confirmés par des scientifiques, hein, comme le professeur Mouton, qui est intervenu au cours des états généraux du halal que j'avais organisé le 25 mai 2013, comme le docteur Pascal Dunoyer, chef du bureau d'établissement d'abattage de la Direction générale de l'alimentation, hein, donc il dit des pratiques liées à la mise en œuvre du rituel d'abattage peuvent avoir des conséquences en termes de salubrité et de sécurité des carcasses. Elle explique que le tranchage de la trachée de l'œsophage peut provoquer le déversement du contenu gastrique, voire pulmonaire, sur les viandes de tête, de gorge et de poitrine. Il faut savoir que cette dame a été, après avoir fait son rapport, a été mise au placard. Le professeur Jean-Louis Tillier, avec lequel je travaille de façon très active, qui est un expert en sécurité sanitaire, affirme que l'abattage sans étourdissement a pour conséquence une augmentation de la contamination par les Escherichia coli. Voilà, il confirme la chose, notamment par les steaks hachés. Le docteur Michel Courat, qui est un expert vétérinaire, membre de l'Eurogroup for Animals à Bruxelles, donc dit la même chose. Alors, la qualité de la saignée et de la viande, parce que c'est quelque chose aussi qu'on nous oppose, on nous dit l'abattage halal est beaucoup plus naturel et beaucoup plus bio, parce que maintenant, vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure, que le bio et le halal font bon ménage. Donc, il y a des travaux qui ont été faits et qui ont été formalisés par un rapport de l'Académie vétérinaire en 2006 et qui ont démontré que des moutons préalablement étourdis électriquement saignent plus vite que la rigor mortis, c'est-à-dire la rigidité cadavérique, et la baisse du pH surviennent plus rapidement. Ces éléments sont des éléments d'amélioration de ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. Les qualités organoleptiques d'un produit alimentaire, qui sont sa saveur, hein, et sa capacité à donner du plaisir, hein, parce que le plaisir, malgré tout, gustatif, est quand même quelque chose d'important, surtout dans notre tradition française, et il serait peut-être intéressant de se pencher sur le fait de ne pas avoir à consommer des produits tels qu'on nous les fait consommer maintenant. Donc, des 3 méthodes testées, l'étourdissement par tige pénétrante suivi de la saignée semble la meilleure. C'est-à-dire que la saignée est meilleure et plus importante lorsqu'on étourdit l'animal, hein, suivi par l'étourdissement électrique, et ensuite, lorsqu'il y a la saignée seule, c'est-à-dire sans étourdissement, comme dans l'abattage rituel, eh bien, la saignée est moins bonne, et c'est facile à comprendre. Finalement, c'est une question de bon sens, parce que l'animal qui se voit mourir, automatiquement, a une très forte décharge d'adrénaline, et il met en œuvre des réflexes de survie. Et du coup ben, il va y avoir concentration de sang dans les organes essentiels, le cerveau, le cœur, le poumon, et ce sang va rester dans ces organes. Donc on aura une saignée qui sera moins bonne. C'est facile à comprendre. N'importe quel étudiant ou même enfant dans les écoles primaires est capable de comprendre que quand on se voit mourir, on cherche à survivre. Et les animaux, c'est pareil, puisqu'ils éprouvent des émotions. Vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, et cette émotion-là, ils sont parfaitement capables de la ressentir. Alors, cette photo, je l'ai mise pour terminer ce dossier.
pour vous montrer. Alors ce mouton, il a été égorgé halal, vous le voyez, hein, c'est signé. C'est signé, hein, on le voit à cette plaie. Et bien il était toujours sa tête en l'air, il est toujours vivant notre mouton. Et ça ne saigne plus. Alors ils attendent qu'il meure, et ils vont avoir qu'une seule ressource, c'est de repasser le couteau pour refaire saigner. Voilà. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle les faux anévrismes, qui interviennent dans près de 25% des cas, qui est lié à l'élasticité des vaisseaux, notamment les carotides. Voilà. Et donc, ces carotides sont élastiques, et elles se rétractent dans leur gaine. Elles se rétractent dans leur gaine, et aussitôt, il y a des caillots qui se forment et qui les bougent. C'est un phénomène naturel, tout à fait compréhensible et explicable physiologiquement. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'il faut dire aux contempteurs du halal, c'est que leur méthode, ça ne marche pas. Leur méthode ne marche pas. C'est toutes les arguties qui peuvent nous opposer tombent lorsqu'on connaît la réalité des faits. Alors, les risques sanitaires sont représentés essentiellement par ce qu'on appelle les Escherichia coli, notamment la souche O157H7, mais il y a 6 souches de plus qui sont pathogènes, même quelquefois plus, mais la O157H7 représente 40 à 50% des cas. Alors, on les appelle aussi les STEC ou les EHEC. En fait, STEC, ça veut dire Shiga toxine Escherichia coli, puisque ces Escherichia coli sont pathogènes par une toxine qu'ils produisent et qui s'appelle la chigatoxine. Vous avez aussi des microbes qui s'appellent les salmonelles, vous avez des campylobactères, enfin vous avez toutes sortes. Vous avez aussi des staphylocoques dorés, et vous avez aussi les prions, je les évoque comme ça, bon, il faudrait presque un chapitre entier. Les prions sont des protéines infectantes qui provoquent la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, donc, je vous ai parlé d'antibiorésistance, et il y a depuis le début des années 2000, depuis le début des années 2000, il y a une augmentation qui a été mesurée dans les hôpitaux français sur l'antibiorésistance des Escherichia coli. Vous voyez, depuis les années 2000, il y a une forte augmentation. Alors que les autres ont plutôt tendance à baisser. Et personnellement, vous allez voir donc dans la suite de ma conférence, il y a quand même une forte suspicion que ce phénomène soit provoqué par la montée en puissance de l'abattage halal. Alors là, je vais vous passer une vidéo pour vous montrer qu'au plus haut niveau de l'État, ils sont informés des dangers du halal. Alors, je vais vous infliger... Voilà. Sur la viande halal, que les Français sachent bien que sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de nos écoles. Donc qu'il n'y ait pas nécessité de faire peur. Et quant au vote... Alors, donc après, il parle du droit de vote des étrangers, mais je voulais vous montrer quand même cette duplicité. Je suppose que vous avez analysé donc ce que dit notre cher président. Non. Alors, pourquoi il me place remettre? Si, c'est bon. Voilà. Vous aurez analysé ce qu'a dit notre cher président. Il dit, sous ma présidence, premièrement, il n'y aura pas de viande halal dans les cantines. Monsieur Laurent Salle, ici présent, a fait une enquête et il a pu démontrer que sur 4 abattoirs qui fournissaient la socopa, il y en avait 2 qui étaient halal. Donc il y a la viande halal dans les cantines, tout le monde le sait, malgré le danger que ça représente. Et notre président bien-aimé dit et rajoute, il n'y a pas lieu de faire peur.
Cette phrase est à la fois énigmatique et importante, parce que ça veut dire, s'il y a lieu de faire peur, c'est qu'il y a un danger. C'est pas pour la laïcité qu'il ne veut pas de halal. C'est parce qu'il y a un danger, il n'y a pas lieu de faire peur, puisqu'il n'y aura pas de halal dans les cantines. Donc, dormez, braves gens, nous veillons. C'est le système, dans son ensemble, et pas uniquement d'ailleurs à propos du halal. Vous pourrez constater dans beaucoup de dossiers qui passent devant nous que la plupart des organismes qui sont chargés de faire notre bonheur malgré nous, donc de surveiller notre environnement pour faire notre bonheur, ne font rien. Ne font rien. Ce sont des organismes parasitaires qui sont totalement inopérants et qui ne veulent surtout pas intervenir sur les faits. Donc ça, c'est un problème énorme sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'un tas de structures très complexes pour régler les problèmes, qui en général ne règlent rien du tout, mais empochent des subventions, et ça, cet aspect sanitaire, on le constate sans problème. Alors, pour vous donner aussi une indication sur le fait, c'est la circulaire ministérielle steak haché du 23 avril 2007 qui prescrit dans la restauration collective de cuire à cœur les steaks hachés, parce qu'il y a des contaminations par la viande de bœuf, en particulier hachée. Voilà, alors ils noient ça dans un tas d'informations, produits laitiers, jus de pomme, etc. Mais les steaks hachés reviennent. Les steaks hachés consommés crus ou peu cuits sont parmi les aliments les plus à risque. Des précautions doivent donc être prises à l'échelle de la filière, depuis l'amont, élevage, abattage jusqu'à l'aval, restauration, pour maîtriser ce risque. C'est-à-dire que vous voyez, on a noyé l'abattage, le problème de l'abattage, dans d'autres apports, de manière à ne pas cibler, alors qu'on sait que le maillon faible, en l'occurrence, c'est l'abattage. Vous savez qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible, et le plus faible, à l'heure actuelle, du fait de la montée en puissance de l'abattage halal, et c'est l'abattage. Parce qu'ils ont pris cette disposition parce qu'en 2005, il y a eu un grand nombre de contaminations d'enfants par les Escherichia coli qui ont développé ce qu'on appelle les SHU, syndrome hémolytique et urémique, extrêmement grave, qui est souvent mortel et qui laisse des séquelles rénales, souvent à vie. Et il y a des enfants qui sont sous dialyse pour toute leur vie, en attendant une greffe de rein, parce qu'ils ont mangé un steak haché infecté. Alors évidemment, sur le plan gustatif, pour ceux qui aiment la viande, je ne parle pas aux végétariens ici présents, pour ceux qui aiment la viande, le steak haché cuit à cœur, c'est vraiment dégueulasse. Moi, personnellement, j'en mangerai pas. Alors, quelques cas pratiques pour illustrer mes propos. Alors ça, c'est un accident, un malheureux accident qui est survenu dans une famille musulmane. C'était sur un site d'ailleurs musulman qui s'appelle Islam Info. C'était en Belgique, c'était en juillet 2013. Et la petite Aïcha, 9 ans, est décédée après avoir mangé de la viande mal cuite au barbecue. Alors, cette viande, elle était mal cuite peut-être, mais elle était certainement halal. Évidemment, ce n'est pas spécifié par les dépêches d'agence. Mais vous voyez que les populations musulmanes sur notre sol qui adoptent peu à peu nos pratiques culinaires, parce que dans les pays, beaucoup de gens nous disent « Oui, mais moi, j'ai vécu dans les pays musulmans, j'ai mangé de la viande halal, j'ai jamais rien eu, etc. » Alors, d'une part, c'est pas significatif, parce qu'il y a des fumeurs qui vous disent « J'ai fumé toute ma vie, j'ai pas eu de cancer du poumon ». On sait quand même que le tabac augmente les risques de cancer du poumon. Mais de plus, les techniques culinaires dans ces pays-là ne sont pas du tout les mêmes. Les viandes sont beaucoup plus cuites et évidemment, on évite pas mal de problèmes digestifs. Donc, ça c'est un premier cas qui vous montre que, là aussi, la viande halal, alors c'est pas spécifié, mais on est en train d'établir à Vigilance Halal justement un faisceau de présomption qui cible quand même le mode d'abattage dans les accidents qui peuvent se produire. Alors là, j'ai pris un cas parmi d'autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, c'est sur le site alimentation.gouv, donc un site officiel.
et qui fait état du retrait d'un stock de steak haché de la marque Dia. Parce que les industriels sont tenus à faire ce qu'on appelle un autocontrôle. Parce qu'évidemment, ils engagent leurs responsabilités et donc ils contrôlent quand même ce qui sort de leurs usines. Et, alors évidemment, c'est trop petit pour que vous puissiez le voir. J'ai mis une grosse flèche. Et il y a le numéro d'identification vétérinaire. C'est le numéro de l'abattoir de provenance, qui est FR14 752 010 CE. Voilà de quoi est constitué d'ailleurs un numéro d'abattoir. C'est-à-dire que c'est un abattoir 14, c'est le Calvados, et après vous avez un numéro d'ordre. Et lorsque vous vous reportez à la liste, vous verrez que cet abattoir ne figure pas dans la liste de l'OABA. C'est-à-dire que c'est un abattoir qui pratique le halal. C'est un abattoir qui pratique le halal. C'est QFD. Vous voyez? Donc, lorsqu'on regarde, il y est sur votre liste, non? Oui. Voilà. C'est la liste des abattoirs halal, d'accord. Donc, j'ai vérifié. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Alors, on a, pour l'instant, pas trop de problèmes, mais ça dépend de quoi. Là, ce lot a échappé donc au contrôle. Il a été enlevé à temps. Mais il y aura un jour où un lot comme ça passera au travers des mailles et va empoisonner des milliers d'enfants qui consommeront ces steaks hachés. Alors, quels sont justement, comment se fait-il qu'il y ait ces risques? Comment se fait-il qu'il y ait ces risques sanitaires et comment des microbes qui, au départ, n'étaient pas pathogènes, vont pouvoir le devenir? Donc la nature est quelque chose d'absolument extraordinaire quand on se penche sur les phénomènes naturels. Hein, c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut donc s'intéresser à l'écologie, la véritable écologie. D'ailleurs, il y avait hier et aujourd'hui sur Paris une rencontre qui s'appelait sur l'écologie humaine. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, on se rend bien compte que le mouvement écologiste politique est un mouvement qui s'intéresse pas à grand-chose et surtout dont le raisonnement n'inclut pas la présence de l'homme dans justement cet écosystème. Alors que, ou en tout cas qu'il considère comme un parasite absolu et qui tendrait à vouloir l'éliminer. C'est un petit peu la philosophie qui sous-tend. Donc il faut, la réflexion d'une écologie digne de ce nom, c'est aussi d'intégrer les activités humaines, de voir leurs répercussions et de vivre en harmonie, si vous voulez, avec la nature. Alors, dans la nature, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des organismes génétiquement modifiés par le truchement des virus bactériophages. Alors, vous voyez, donc c'est au microscope électronique, vous avez des bactéries, vous en avez une ici, et vous en avez une ici. Et dans ce bain de bactéries, vous avez des virus bactériophages. Un virus bactériophage, c'est ça. Vous en avez un qui s'est planté dans la bactérie et qui va, après avoir été sur une autre bactérie, lui communiquer de l'ADN qu'elle a piqué sur une autre bactérie. Et qui va s'incorporer au génome de la bactérie. Alors, vous voyez, il y a une espèce de tête, il y a un tube creux qui sert de seringue, et vous avez des pattes qui vont permettre la fixation. Ça ressemble un petit peu à la capsule qu'on a envoyée sur le météorite il y a quelque temps. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire, c'est hallucinant de voir ça donc, dans la nature. Donc, des germes qui sont... Et ça va vous expliquer beaucoup de choses sur le microbisme qu'on peut avoir dans un abattoir, comme expliquer le microbisme qu'il y a dans les hôpitaux, puisque vous savez que dans les hôpitaux, on attrape des maladies nosocomiales. Et pourquoi? Parce que vous avez un grand brassage de germes qu'il n'est pas possible, qu'il est difficile de désinfecter de façon constante et parfaite, et que les germes vont échanger leurs connaissances et prendre des aspects pathogènes qu'ils n'avaient pas au départ. Donc, c'est des transferts génétiques de virulence ou qui deviennent, quelquefois, ça peut être aussi
une antibiorésistance. Ils deviennent résistants aux antibiotiques. C'est le gros problème d'ailleurs actuellement dans les hôpitaux, vous le savez. Et je cite souvent mon expérience personnelle, puisque dans ma carrière j'ai castré beaucoup de chevaux, et pour ne pas avoir d'ennui d'infection, je les castrais au pré. Donc je les endormais, je leur faisais une piqûre, ils se couchaient, je les castrais sous anesthésie, et voilà. Et je n'avais jamais un phénomène d'infection. Alors que les conditions d'asepsie au champ sont pas aussi bonnes que dans un bloc opératoire. Mais, par contre, j'avais un microbisme qui était un microbisme naturel, non pathogène, et qui, justement, ne m'enquiquinait pas dans les suites. Alors que dans les cliniques, les super cliniques modernes, équines ou autres, il y a très souvent des infections, parce qu'il y a ce microbisme qui subsiste, et les germes qui échangent entre eux des notions de virulence. Donc voilà le bactériophage, vu schématiquement, et qui échange par transduction. Donc, par exemple, les Escherichia coli non pathogènes, puisqu'il y a une majorité d'Escherichia coli non pathogènes, peuvent très rapidement, en 10 minutes, dans un bain microbien, en 10 minutes, peuvent devenir pathogènes, prendre ces caractères de pathogénicité. Donc, il y a des aspects un peu techniques que j'ai mis dans ma diapositive, que je ne vous demande pas de retenir, et je les ai mis un peu pour vous montrer que j'étais savant, bien entendu. Bon, mais c'est pour vous montrer que malgré tout, tout ça est explicable et expliqué par la science. Ce ne sont pas des élucubrations de personnes qui verraient le mal partout. Donc, pour résumer, un abattoir est un milieu chaud, humide, favorable aux pullulations microbiennes. Il y a du sang, le sang est le meilleur milieu de culture qui existe. Donc, en moins de 10 minutes, des milliards de bactéries se transforment et acquièrent des facteurs de virulence ou de résistance aux antibiotiques. Donc, l'abattoir, donc vous voyez, il n'est pas nécessaire, après avoir vu donc, ces diapositives, de comprendre, d'être spécialiste pour comprendre que l'hygiène est désastreuse du fait de l'abattage halal et que cela a obligatoirement une conséquence sur la salubrité des viandes. Alors, je prends d'ailleurs le cas d'un abattoir qui possiblement ferait les deux types d'abattage. Abattage classique, abattage rituel. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a eu de l'abattage rituel, le microbisme, comme je vous l'ai montré, va rester très fort et va risquer de contaminer aussi des carcasses d'animaux qui seraient abattus de façon classique et normale. Toujours ce microbisme hospitalier et microbisme d'abattoir. Je vais aborder maintenant le troisième volet, donc après la souffrance animale, après l'aspect sanitaire, l'aspect financier. Alors de cet aspect financier, finalement, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg, qui est vraiment très très modeste. On sait par exemple par les déclarations de Kamel Kaptan, qui est le recteur de la mosquée de Lyon, qui déclarait dans le Parisien le 12 août 2010 d'une taxe de 10 à 15 centimes par kilo, qui représente quand même, selon son aveu, 900 000 € par an, ce qui est quand même pas rien. Et la mosquée de Lyon n'est pas la plus grosse mosquée certificatrice de halal, puisque vous avez Évry et Paris. Alors, ça engendre des circuits financiers dont les statuts fiscaux et réglementaires sont particulièrement opaques. Parce que le sacrificateur musulman doit obtenir une carte de la part de la mosquée, une carte de sacrificateur agréé qu'il paye, mais qui se fait rembourser au moment de l'abattage. De quelle manière? Quel est le statut fiscal? Est-ce qu'il paye des impôts? Est-ce qu'il paye la CSG? Quand vous savez, pour ceux qui sont entrepreneurs ou travailleurs indépendants parmi nous, tout ce qu'on vous demande pour le moindre centime rentré, il n'y a strictement aucune règle établie pour l'argent qui transite dans les circuits du halal. Aucune règle fiscale. Donc, c'est un point sur lequel j'aimerais bien progresser dans l'investigation.
J'ai dernièrement rencontré un journaliste qui a été très intéressé par la chose et qui doit s'occuper justement de faire une investigation précise pour avancer dans le... Parce que c'est très important. À mon avis, c'est très important et c'est le point fondamental du halal. Ce sont les circuits financiers qui alimentent donc le développement de l'islam, bien entendu, et qui alimentent aussi, ça a été démontré au Canada, les circuits terroristes. Alors, le halal est partout. Le halal est partout. Pas uniquement dans l'abattage. Alors, je vous ai mis une petite photo. Alors, cette photo, je vous le donne en mille, elle provient d'une boîte de Kellogg's Nature. Alors, évidemment, les céréales qui sont dans le Kellogg's, elles n'ont pas été abattues halal, elles n'ont pas été fauchées halal, etc. Donc, il n'y a rien qui peut, sur le plan général, les distinguer. La seule distinction qu'il y a par rapport à un produit non halal, c'est que Kellogg's a payé un organisme musulman pour avoir ce petit logo. Vous voyez donc la source de financement absolument fabuleuse que finalement l'islam a mis en place pour ramener de l'argent. Alors vous voyez donc ce petit logo, vous avez, c'est en tout petit dans les boîtes de Kellogg, ceux qui en ont chez eux peuvent s'y reporter. Vous avez une voûte de mosquée vraisemblablement, vous avez le logo, enfin l'écriture du halal, c'est en fait ces deux J, un J comme ceci, et de l'autre côté vous avez un J aussi un peu plus biscornu, au milieu un espèce de zigouigoui. Hein, donc voilà, je vais vous le montrer, c'est plus net sur d'autres. Voilà, donc ça c'est des exemples de logo halal. Vous voyez, on voit bien sur celui-ci, donc un J, un autre J ici, et au milieu. Voilà. Donc il faut bien le repérer. Parce que quelquefois, il n'y a que ça. Il n'y a même pas écrit halal. Il y a quelquefois que les lettres, l'inscription arabe qui existe. Et le bio est halal. Le bio est halal. Ça, c'est une publicité. Exigez le meilleur. Donc, vous avez certifié agriculture biologique et AVS. AVS est un organisme de certification qui veut dire à votre service, et regardez, vous voyez? Voilà. Donc, là aussi, vous parliez des écologistes qui ne s'opposaient pas à l'abattage des animaux, qui ne se préoccupaient pas de la condition animale. Eh bien, là aussi, dans le bio, il n'y a aucune condition pour l'obtention du certificat agriculture biologique. Il n'y a aussi aucune condition concernant l'abattage des animaux. Vous montrez aussi l'attrait de l'argent. Hein, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais c'est pas vrai, parce qu'il y en a certains qui se dirigent, qui ont un très bon odorat pour en détecter l'odeur. Et là, c'est le journal 20 minutes du 17 mars. Donc, la France croit à l'abattage rituel. Donc, toute la filière d'élevage et de production de viande se dit, il y a bon, on va aller, c'est un marché porteur. Donc il y a toute une argumentation pour montrer que le halal, c'est l'avenir de notre élevage. Voyez la pression. Et nous sommes sur une action qui va avoir lieu. On est en train d'organiser une manifestation qui aura lieu sans doute le 17 janvier, sur place, sur les lieux, parce que dans la Creuse, il va y avoir l'élevage des 1000 veaux, après les 1000 vaches, hein, sur le plateau des 1000 vaches, c'est à côté, avec l'appui du conseil régional, avec donc des subsides, du ministère de la Défense. Alors je vais vous dire pourquoi, le ministère de la Défense. Vous dites pourquoi? Parce qu'il y a un camp militaire qui s'appelle le camp de la Courtine, qui est juste à côté, qui ferme, et pour compenser évidemment les pertes liées à la fermeture de ce camp militaire, le ministère de la Défense va donner de l'argent pour construire cette ferme des 1000 veaux. Donc, on va avoir... Alors, cette ferme des 1000 veaux va être dédiée exclusivement à la fourniture de viande halal pour le marché méditerranéen. C'est-à-dire que ces pauvres animaux, ils ont ce que j'appelle la double peine. L'élevage concentrationnaire et la mort qui va avec. Donc,
C'est quelque chose d'absolument... Et c'est l'appât du gain, uniquement. C'est l'appât du gain, il n'y a pas d'autre explication. Donc c'est une affaire de gros sous, et il faut soulever ce problème, vous voyez, en dehors de la souffrance animale, en plus de la souffrance animale et de l'aspect sanitaire, le fait que cette course à l'argent est parfaitement suicidaire. Donc, le financement du terrorisme a été développé par mon ami Alain Wagner, qui est président de l'ICLA. Si vous achetez mon livre à la fin de la réunion, donc il y a toute son intervention aux États généraux du halal qui développe évidemment ces points essentiels. Et il a fait des recherches, justement, sur les circuits financiers qui permettent de financer le terrorisme, et par le biais notamment d'organismes de charité. Alors, je vous ai mis quelques-unes de ces conclusions ici. Et donc, la certification halal emprunte des circuits de banques et d'organisations caritatives islamiques, dont nombre d'entre elles contribuent au financement d'organisations terroristes. Il y a eu un procès aux États-Unis, au Leland Fondation, une enquête de Marc Lebuy au Canada, hein, et qui ont démontré un petit peu ces choses-là. Et vous avez donc des organigrammes types qui vous montrent par quel circuit on peut alimenter le terrorisme islamique. Hein, ça, c'est dans le pire des cas. Mais dans tous les cas, ça alimente évidemment la construction de mosquées et le développement de l'islam. Donc, autre problématique, évidemment, qu'on peut évoquer, c'est la tromperie sur la marchandise. Vous vous souvenez de l'affaire des lasagnes à la viande de cheval? Là, on avait fait tout un... qui avait alimenté l'actualité, alors que ce n'était pas toxique, il n'y avait pas de danger. Mais c'était une tromperie sur la marchandise, puisqu'il y avait de la viande de cheval. Et bien là, on est devant un cas évident de tromperie sur la marchandise. Vous avez une association chrétienne qui s'appelle Eleutheros, qui revendique l'étiquetage au nom de ses convictions religieuses. Donc je suis entré en relation avec eux. Ils ont fait une intervention à l'OSCE en septembre 2014, et ça semble une demande parfaitement légitime. Et il y a surtout la création d'un ghetto alimentaire qui est contraire au sacro-saint vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ça se dit en latin, en espagnol. En espagnol, on dit convivir, vivre ensemble. Ça a donné, en français, convive. Qu'est-ce que c'est qu'un convive? C'est quelqu'un qui mange quand on mange ensemble avec une autre personne. Donc, la convivialité, c'est aussi et essentiellement, depuis le début de l'humanité, quand on partage un repas. Lorsqu'on ne peut plus partager de repas, on n'est plus dans la convivialité, on n'est plus dans le vivre ensemble. Souvenez-vous aussi, je suppose que vous avez tous lu Astérix et Obélix, et chaque album se termine par un banquet. Donc s'il y a un exclu qui est stigmatisé, c'est le bar. Hein, mais bon, pour d'autres raisons. Mais donc cette notion de pouvoir manger ensemble, qui d'ailleurs se retrouve dans notre civilisation, hein, qui a été imprégnée par le christianisme, puisque le Christ a dit, ce qui est impur, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Donc, nous préoccupons non pas la pureté de ce que nous mangeons, hein, mais de l'aspect sanitaire et de l'aspect gustatif, bien entendu. Alors, vous avez donc ce ghetto alimentaire, et Malika Sorel parle d'une philosophie de vie qui consiste au travers des concepts de pur et d'impur, de licite et d'illicite, à bâtir une muraille identitaire autour d'une communauté d'appartenance. Gilles Kepel, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un extrémiste islamophobe, dit que l'enjeu du halal, au travers de ce rigorisme, est le contrôle culturel et politique des musulmans par les salafistes et les frères musulmans. Vous voyez, c'est pas... on n'invente rien, c'est quand même des choses importantes à savoir. Jemila Ben Habib, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie à contre-courant hein, », qui vit au Canada, elle dit « Le halal est un espèce de cordon sanitaire qui préserve la pureté des musulmans du reste de la société d'accueil. » Et confirmé à Islamabad lors du Congrès islamique mondial en 2010, un leader de la confrérie islamiste, le moufti de Bosnie, Mustafa Čerić, a incité les musulmans à conquérir le monde par le mouvement halal. Alors, en plus, si vous voulez, dans la manipulation qu'on nous fait à propos de l'abattage rituel, en général,
Il semblerait que ce ne soit même pas une prescription religieuse. Ça a été démontré par mon ami le professeur Sami Aldeb, qui est suisse d'origine palestinienne, donc parfaitement arabophone, et qui est professeur de droit comparé à l'université de Lausanne, donc et de droit musulman. Il a été consulté par le gouvernement suisse. Vous savez que les Suisses sont des gens qui sont très sérieux, qui ne font pas les choses à la légère. Et en 2002, il a été consulté parce que sous la pression communautaire des musulmans, on voulait supprimer l'interdiction de l'abattage rituel en Suisse, lequel abattage rituel a été interdit depuis 1893 sur une votation qui a été initiée dans les cadres légaux de la Suisse par les bouchers et les vétérinaires. C'est-à-dire qu'en Suisse, les bouchers et les vétérinaires ont pu imposer, à l'époque il n'y avait d'ailleurs que l'abattage cachère, ont pu imposer que l'abattage rituel soit totalement interdit. C'est quand même intéressant. Et il a rendu ses conclusions au gouvernement suisse, qui n'est donc pas revenu, en disant que finalement, dans les écrits religieux, il n'y avait pas de prescription précise sur la manière de tuer un animal. Il y avait deux conditions, il n'y a que deux conditions qui sont finalement explicites. C'est premièrement de ne pas consommer des cadavres, c'est-à-dire tuer un animal au moment de le préparer pour la boucherie, et que la saignée soit totale. Ces deux prescriptions religieuses, que ce soit dans le judaïsme ou dans l'islam, sont parfaitement réunies et accomplies dans notre manière de tuer les animaux. Hein, on a donc un animal qui est vivant, puisque même s'il est assommé, il a son cœur qui bat, hein, sa circulation se fait, il continue à respirer, et la saignée, et je vous l'ai démontré tout à l'heure, est parfaite. Donc, vous voyez, tout ça, et toutes ces sources imposent de réduire la souffrance de l'animal. C'est ce que d'ailleurs, ces gens-là se targuent, que l'animal souffre moins avec leur méthode. Parce qu'ils disent, oui, vous les assommez, donc ils souffrent parce que vous les assommez. C'est quand même un peu spécieux. Ou alors ils vous disent, oui, mais nous, le couteau coupe bien. Donc l'animal ne souffre pas si le couteau coupe bien. Donc on rentre dans des arguties qui sont complètement délirantes. Et je citerai, pour terminer ce chapitre, vous pouvez reporter à cette vidéo, c'est une émission qui est assez récente, où Tariq Ramadan était face à Franz-Olivier Gisberg, hein, et ils ont parlé du halal, puisque Franz-Olivier Gisberg vient d'écrire un livre sur le sujet, et Tariq Ramadan parle d'une sclérose de la pensée musulmane. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, ces gens-là sont restés bloqués, leur compteur est resté bloqué il y a 1400 ans et ne veulent pas tenir compte des données de la science et des données qui sont en train d'être acceptées petit à petit, notamment que l'animal est un être sensible et doit être pris en tant que tel dans notre raisonnement. Alors, quelques pistes pour une interdiction future. Alors, d'abord, plaider pour un étiquetage, puisque ça serait vraiment le minimum d'avoir un étiquetage spécifique pour le halal. Deuxièmement, ne pas se laisser paralyser par le mot stigmatisation, qui ne veut strictement rien dire. C'est un mot creux qui est utilisé ad nauseam, comme disent nos adversaires, qui est utilisé pour éviter qu'on ne parle d'un sujet particulier. Est-ce qu'on se préoccupe de stigmatiser les fumeurs lorsqu'on met sur leur paquet de cigarettes des annonces mortuaires et lorsqu'on les oblige à sortir pour fumer? Non. Et pourtant, ils sont stigmatisés. Et on le fait pourquoi? Pour des bonnes raisons de bien commun, de santé publique. De même que les mauvais conducteurs qui sont en excès de vitesse, à l'heure actuelle, vous remarquerez, ils sont particulièrement stigmatisés aussi. Donc, il faut rejeter, il ne faut pas avoir peur du terme de stigmatisation. Lorsque le bien commun, lorsque des grands principes sont bafoués, eh bien, ma foi, on stigmatise. Alors, le statut juridique des animaux. Non, c'est pas ça. Le statut juridique des animaux a évolué récemment. Pour l'instant, ça n'est pas encore passé dans les faits. Mais petit à petit, évidemment, il va y avoir quand même
grâce à ça, des évolutions qui vont se faire et qui vont nous permettre d'intervenir par le biais du combat politique proprement dit, hein, par le biais des députés, etc., d'avancer sur ce plan pour qu'il y ait des applications véritablement pratiques, notamment sur les animaux d'élevage. Ça ne concerne pas les animaux sauvages, par contre. Oui, donc voilà. Mais de toute façon, petit à petit, malgré tout, c'est une notion importante qui sera intégrée automatiquement dans la législation générale. Je voudrais vous parler aussi du cas de la Nouvelle-Zélande, qui est très instructif. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande est le premier producteur et exportateur mondial de viande de mouton. Or, il y a 5-6 ans, la Nouvelle-Zélande a arrêté d'abattre halal et cachère. Et s'il n'empêche pas de continuer à vendre sa viande de mouton aux pays arabes du Golfe. Pourquoi? Parce que sa viande est bonne et parce qu'elle est pas chère. Donc tout simplement, c'est une histoire de marché et donc ça n'a pas eu d'incidence. C'est ce qu'il faut dire d'ailleurs à tous nos éleveurs, nos responsables politiques qui veulent faire du halal pour commercialiser vers les pays arabes, arabo-musulmans, parce que, pour une raison bien simple, parce qu'il y a une énorme tartufferie là-dessous. Lorsque vous êtes dans une société qui est totalement islamisée, donc le Dar al-Islam, la terre de l'islam, la maison de l'islam, tout le monde est musulman, finalement, on s'en fiche de manger halal ou pas halal. Le halal, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est bon pour la terre de conquête, le Dar al-Harb, la terre de la guerre, tel que le définit le Coran, et pour lequel les populations musulmanes qui sont présentes doivent rester pures et à l'écart de la population, surtout pour ne pas se mélanger aux autres. Puisque l'islam n'a qu'une peur, c'est que justement ces gens soient mélangés, assimilés, hein, donc à nos us et coutumes, parce qu'ils perdraient leur qualité de musulmans. Donc, cas de la Nouvelle-Zélande. Le cas du Sri Lanka est très intéressant également. Sri Lanka, 30% de musulmans, 70% de bouddhistes. Les musulmans, par touches successives, ont réussi à faire du halal tous azimuts. C'est-à-dire que tout était halal. Tous les abattages étaient halal. Les bouddhistes ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et vous savez que les bouddhistes, ils ne sont pas toujours très fins. Et quelquefois, quand la rabia les prend, comme on dit, ils font savoir. Et il y a eu des bastonnades, il y a eu des chauffourées, il y a eu des événements violents, donc de la part des bouddhistes vis-à-vis des musulmans. Et les musulmans ont dit, nous arrêtons d'abattre halal pour préserver la paix civile. C'est quelque chose qui est très instructif. C'est-à-dire que si on est ferme sur ses positions, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la bastonnade, bien entendu, hein, mais si on est ferme sur ses positions, on est capable de leur faire comprendre qu'il faut arrêter de faire ça. Vous voyez, c'est des cas d'école, et de toute façon, il y a de nombreux pays, comme le Danemark récemment, ou la Pologne, qui ont interdit l'abattage halal chez eux, et sans que ça pose de problème particulier. Donc on pourrait très bien le faire en France, puisque cette possibilité est laissée aux pays membres de l'Europe. Ceux qui disent que c'est parce que c'est l'Europe qui leur impose nous mentent, puisque en fait l'Europe nous laisse libres sur ce plan, puisque des pays européens comme le Danemark ont pris cette décision. Donc, vous voyez, pédagogie et fermeté, parce que ces pratiques ne sont pas insérables dans une société moderne et complexe. Je prends le cas de l'Aïd el-Kébir. Tous les ans. Tous les ans, ce sont les mêmes scandales. On a des abattoirs temporaires avec bénédiction du préfet, qui sont en contravention totale avec les règles sanitaires, hein, puisque un abattoir, c'est un établissement classé, qui doit correspondre à certains critères très précis, et qui sont bafoués en l'occasion. Ce qui ne supprime pas les cas d'abattage dans les baignoires, qui continuent au même rythme, puisque pour le chef de famille musulman, culturellement, il faut qu'il abatte lui-même, qu'il égorge lui-même son mouton en famille. Ça fait partie de leur culture. Et on a eu dernièrement, au dernier Aïd,
le cas de ce mouton qui s'était fenestré du 5e étage, qui est retombé à Lille. Hein, donc ça a été retranscrit par le journal local de façon très humoristique. C'est-à-dire ils ont trouvé ça marrant. Ils ont trouvé ça marrant. Alors les propriétaires du mouton sont venus le récupérer à moitié destroy en bas, ils l'ont rentré. Aucune association de défense animale, aucune association, donc notamment les services vétérinaires, ne sait en qui du devenir de ce mouton et du pourquoi de sa présence donc dans cet immeuble. C'est-à-dire la carence totale des autorités. Une carence totale. Et la Voix du Nord, je ne sais plus quelle était la feuille de chou, hein, trouvait ça très marrant. À Milan, ça s'est terminé de façon plus dramatique. La chèvre qui était destinée à l'abattage a sauté du toit et est tombée sur le fils de la famille qui était dans la cour en bas et l'a tué. Donc, vous voyez que ces pratiques ne sont pas insérables dans notre société parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Et on voit par exemple, il y a eu du côté de Besançon, je crois, on a retrouvé des sacs poubelles pleins de viscères de moutons qui étaient au bord de la route et avec les risques de contamination que cela a entraîné. Donc ce n'est pas insérable dans notre société. C'est niet, niet, niet. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas. Il n'y a pas d'accommodement raisonnable avec ce type de pratique. Donc il faut faire aussi du lobbying auprès des élus. Hein. Donc les élus du Front National sont particulièrement sensibles à cette problématique, mais il y en a aussi dans d'autres partis qui s'en occupent, qui sont sensibilisés. Donc il faut faire flèche de tout bois. Les campagnes d'information, ben, c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais aujourd'hui avec cette modeste conférence, mais aussi avec l'édition, avec un site internet qui est pas mal visité, avec une page Facebook, avec des actions médiatiques, on va essayer de les multiplier, avec la production de vidéos pédagogiques à laquelle on va s'attaquer donc très prochainement, qui seront diffusées par Internet, tant que nous n'avons pas accès aux grands médias. Et puis il y a des actions judiciaires, puisque nous sommes encore, peut-être plus pour très longtemps, dans un état de droit, et notamment nous contestons devant les tribunaux administratifs l'autorisation d'abattre halal des abattoirs, qui leur a été donné selon un cahier des charges que la préfecture est censée faire respecter, mais ce n'est pas le cas, parce qu'un abattoir qui a décidé d'abattre halal doit le faire en tenant un registre des commandes spécifiques. Or, nous savons très bien que ce registre n'est pas tenu, nous avons des preuves, et nous voulons évidemment communication de ce registre. Chose que pour l'instant, on nous refuse en nous disant que c'est un élément commercial non communicable. Mais nous ne sommes pas un concurrent commercial, nous sommes une association dont les statuts permettent justement la communication. Alors il y a tout un combat judiciaire, et nous avons aussi une plainte au pénal pour l'abattoir temporaire de Belfort, où là ils ont fait très fort, puisque c'était en plein centre-ville, à moins de 100 mètres des habitations, où ils ont abattu 900 moutons en 3 jours. Donc au mépris de toutes les règles et avec la bénédiction de tous les services, qui sont donc l'ADRIR, etc., tous les pseudo-services. Et quand je leur ai téléphoné pour savoir donc, leur dossier, parce que j'ai réussi à avoir l'intégralité du dossier, ils ont donné leur avis favorable parce que les autres avaient donné l'avis favorable. C'est-à-dire, vous voyez, on a créé un tas, comme je vous disais tout à l'heure, un tas de structures, une complexité qui en fait, vous pensez être protégés, et ces gens-là ne font rien et ne veulent rien faire. Ils sont même un obstacle à l'éclosion de la vérité. Nous étions présents à Guéret. Alors là, à Guéret, ça a été un peu plus compliqué, parce que les organisateurs n'ont pas voulu de nous, ils nous ont foutus dehors, parce que, au prétexte que nous stigmatisons. Nous sommes des stigmatiseurs. Alors, ce sont de doux bobos écolo-gauchos, hein, et donc, ils n'ont pas voulu, mais notre petit groupe de 4 personnes hein, était présent. Bon, on a essayé de figurer quand même, et on a fait connaître notre point de vue. Vous voyez? Donc, on se bouge un petit peu, et vous avez les moyens de nous aider. Hein, j'espère que vous aurez vu tout au long de cette conférence
que nous ne nous contentons pas de faire des mots et de parler, de brasser de l'air. Donc, vous pouvez adhérer à l'association en tant que membre actif. Vous pouvez faire des dons qui sont déductibles fiscalement. Vous pouvez créer des sections locales, parce que les sections locales sont très utiles pour faire remonter, pour collecter des renseignements, pour aller dans les cantines, justement, comme l'a fait Laurent Salle, collecter les numéros d'abattoir, écrire, secouer les élus. Donc, vous pouvez acheter le livre, donc les vérités sur la viande halal. Vous pouvez acheter le DVD sur les états généraux. Donc les deux se recouvrent parce que le livre Vérité sur la viande halal, c'est en fait la retranscription des interventions des personnes qui sont intervenues au moment des états généraux. Vous pouvez contribuer, comme l'a fait donc le groupe de Suresnes, le groupe de Courbevoie, organiser des conférences. Vous pouvez organiser des manifestations. Vous avez par exemple telle ou telle chose, l'ouverture d'un abattoir ou un abattoir qui veut passer en halal à proximité de chez vous. Évidemment, nous pouvons vous aider sur le plan logistique pour organiser une manifestation. Comme nous allons le faire dans la Creuse le 17 janvier. Vous pouvez acheter nos autocollants, manger halal, gravement à votre santé. Et je terminerai sur un sondage IFOP qui avait été réalisé par la demande de l'OABA et de la Fondation Brigitte Bardot, et qui montre que 72% de nos concitoyens sont opposés à l'abattage halal. Donc, c'est la fin de cette conférence, mais pour terminer sur une note positive, parce que ce que je vous ai dit est peut-être un petit peu angoissant, pour montrer que les voix d'autres voix sont possibles, je vais vous passer une petite vidéo d'une de mes clientes qui est éleveuse en Gironde et qui élève des bovins bio. Et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner, un élevage respectueux des animaux. Bonjour, je suis Cécile Goudenèche, éleveur de bovins viande bio à Biojac en Gironde. Mon exploitation se divise en deux parties, la partie élevage et la partie vente en direct. Dans un premier temps, je vous invite à une visite guidée de mon élevage. Allons-y. C'est elle qui a fait ça, et comme j'ai trouvé ça très bien, je l'ai incorporé dans la... Je suis donc en train de déclarer un petit veau qui est né ce matin. Je lui ai déposé donc une boucle d'identification à l'oreille. Et donc après, on a l'obligation de le déclarer sous 8 jours au groupement de défense sanitaire. Dans quel but? Dans le but de recevoir ensuite donc sa carte d'identification. C'est-à-dire c'est une carte sur laquelle il y a le numéro, le sexe, la race et la date de naissance de l'animal. C'est donc le départ de la traçabilité de la bête. Donc ces bêtes sont destinées à l'abattage, donc elles partiront les unes après les autres dans les mois prochains. Eh bien, une fois la bête destinée à l'abattage attrapée, je la dépose à l'abattoir de Bazas avec son passeport. Elle est abattue le lendemain matin. Je récupère moi, les abats 2 jours après, une fois les analyses sanitaires de faites. Puis ensuite, donc, je vais récupérer la carcasse avec mon camion frigo. Nous déchargeons cette carcasse ici par le sas de déchargement. Ensuite, elle est suspendue ici sur les rails pendant 15 jours, ici dans la chambre froide. Et ensuite, c'est la découpe dans la salle à côté. Donc ici, on se trouve dans la salle de découpe du laboratoire, que j'ai créée en 2010 pour la vente en direct à la ferme.
J'emploie donc un boucher professionnel qui découpe ici sur ce billon en bois donc la viande de bœuf et la viande de veau. Cécile, quelle garantie tu as de récupérer ta bête à l'abattoir? La garantie que j'ai en fait, c'est lorsque le boucher de l'abattoir découpe devant moi l'oreiller qui est accroché donc à la carcasse et sur laquelle il y a le numéro d'identification de l'animal. L'étiquette que l'on a vue sur la carcasse de ta bête correspond à quoi? C'est le bon de pesée de l'animal, sur lequel on retrouve donc toute la traçabilité de l'animal, ainsi que son poids, la date d'abattage et les références de l'abattoir, ainsi que celles de l'éleveur. Et pour le client, il a quelle garantie de consommer ta viande? Et bien sur l'étiquette d'emballage, donc je mets sur le produit, il retrouve toute la traçabilité de la bête, avec donc le lieu d'élevage, Biojac, le lieu d'abattage, Bazas, et le lieu de découpe, Biojac. Alors, Christian, pourquoi cette démarche vers les circuits courts? Alors, la démarche vers le circuit court pour déjà favoriser l'achat chez des producteurs locaux. Là, nous avons Cécile Goudenèche qui nous fait du bœuf et du veau bio, donc on est à 10 km. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité du produit que Cécile vous livre et sur laquelle elle s'était engagée? Absolument. Ça répond complètement aux critères qu'on s'était fixés nous, avec Agnès Réglin. Et pour résumer la viande de Cécile d'une immense qualité, c'est-à-dire qu'on retrouve le goût de la viande, du bœuf, etc. On n'a pas besoin de dire aux enfants que la viande vient de chez Cécile, c'est que maintenant ils nous le disent. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est vrai que c'est la récompense pour nous en tant que cuisiniers, mais pour les producteurs parce qu'effectivement ils sentent une grande différence par rapport aux autres produits. Voilà, et c'est la fin de cette conférence que j'ai terminé sur une note espoir.